Salut. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle critique. Time to float. This isn't real enough for you, Billy. I'm not real enough for you. It wasn't real enough for Georgie. I'll take all of you. Ok. Hello. Bon alors vous l'aurez sans doute compris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur Ça 2. Bon alors vous savez comment on fonctionne, on commence d'abord par la critique facile, l'ensemble, tout ce qui permet en gros de dire que c'est pas mal ou c'est nul, et ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le pignolage, ouais, le bon pignol, ouais. Ah, pinaillage, putain, Putain, oh la vache. le pinaillage. Alors, premièrement, c'est un bon film, c'est une bonne suite, mais pas à la hauteur du premier. Attendez un petit peu, je m'explique. Le film est moins abouti et en fait ça se ressent principalement parce que le réal, ça se voit qu'il s'est donné une plus grande liberté pour en gros finaliser l'histoire des losers. Des ratés en français, mais c'est tout aussi bien en anglais. Et donc il s'est plus focalisé sur l'histoire que sur le rendu général de son film, qui n'est pas plus grave, parce qu'au final le film s'en retrouve plus riche, un peu plus bancal, mais quand même vachement plus riche, et pour le coup c'est quand même, le film dure quoi, 2h30 ? Le premier dure moins. 2h30 de film d'horreur, j'y suis allé en me disant, les mecs, il y a quand même une grosse possibilité, comme quoi on se retrouve face à quelque chose qui va avoir beaucoup de mal à rester aussi haletant du début à la fin. Eh ben non, eh ben il a réussi le con. Alors pour parler un peu de l'histoire, Désolé, j'ai mes notes à côté, parce que retenir les 7 prénoms, c'est casse-couille. donc je disais, pour parler un petit peu de l'histoire, nos trublions du premier film, à savoir Bill, Richie, Stan, Beverly, Eddie, Ben et Mike, ont tous quitté Derry, sauf un, Mike, qui lui est resté en gros pour se dire, si ça revient, il y a déjà quelqu'un sur place, donc c'est plus pratique pour aller leur dire, et attention, respecter leurs promesses. Et manque de bol, leurs souvenirs d'enfance, les souvenirs qu'ils ont en fait en commun, et même le fait d'avoir combattu et potentiellement battu ça, ils ont commencé en fait à tout oublier, et donc c'est 27 ans plus tard, tout ça, et finalement chacun a sa situation, quasiment tous ont des situations qui ont l'air comme ça d'être de rêve, et aucun ne se souvient véritablement des autres, et c'est pour ça qu'en général, une fois que Mike les appelle, parce que les choses commencent un petit peu à devenir suspicieuses, n'est-ce pas, et ben ils en sont tous à se dire, Mike qui ? Quoi ? Derry, c'est quoi ça ? C'est un gâteau ? Oh putain c'était nul. Bon, pour en venir sur le côté horreur, évidemment, parce que c'est un film d'horreur, donc évidemment il y a de l'horreur dedans, et bah je le trouve bien, mais beaucoup plus classique dans sa manière d'amener l'horreur que le 1. Le 1 avait une subtilité que le 2 n'a pas, et ça revient encore une fois à son système d'écriture, c'est-à-dire que là pour l'instant on fait en sorte de faire évoluer l'histoire, et on va dire que les péripéties horrifiques ne sont justement que des péripéties. Par contre, il savait pertinemment qu'il y avait une scène en particulier qui avait énormément de force et qui était quand même vachement creepy, c'est la scène de la vieille, je vous spoil rien. Putain, j'ai oublié de mettre la bande-annonce en fond. Je vous spoil rien, donc la scène avec la vieille, elle est déjà dans la bande-annonce. Voilà, c'est mieux. Elle m'a perturbé, hein, la vieille, hein. Elle m'a perturbé. Et c'est une scène, pour le coup, je vais pas vous la spoiler, mais elle a vraiment une force qui est encore pire que celle dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, évidemment, c'est une scène que tu mets dans la bande-annonce, donc tu as enlevé quand même pas mal d'éléments, et en fait, elle a un build-up qui est, on va dire, proche de la perfection. Franchement, t'es tellement dedans, tu le sais en plus que la vieille elle est bizarre, et voilà, et tu le sais, mais tu te rends pas compte au début, tu te dis, est-ce que ça va basculer en surnaturel, ou est-ce que c'est juste une meuf un peu creepy. Par contre, j'ai trouvé la release pas top. Franchement, je vais pas vous la raconter, mais en gros, j'ai trouvé que ça se terminait un petit peu en eau de boudin, et de façon quand même très basique. J'ai pas trouvé forcément la release super bien, mais ne serait-ce que pour le build-up de cette scène, c'est du génie. Alors moi, ce que je regrette quand même particulièrement par rapport à tout ce qui est horrifique, c'est la surabondance, j'ai trouvé, de SFX. Alors, c'est pas grave les SFX, c'est très bien les effets visuels,
mais c'est mieux quand ils sont beaux, parce que là ils sont un petit peu moches. Ils sont en fait tellement lisses que tu le vois tout de suite que c'est des effets 3D. Ça manque un petit peu le côté organique qu'il y avait dans le 1. Le 1 avait quand même beaucoup plus cette prépondérance à jouer sur des choses plutôt réelles, plutôt plastiques. Et là c'est vraiment, on est parti. Les hallucinations qu'ont les adultes, là pour le coup parce que c'est des adultes, tous les personnages sont... pour ainsi dire, vraiment dérangeantes, hein, c'est pas le souci, au niveau horreur ça passe tout seul, mais j'ai trouvé que c'était dommage, comme si en fait le film avait un budget qui était réparti différemment au sein des équipes, et que au final on avait donné beaucoup trop d'argent aux trucs, enfin à ceux qui s'occupaient des effets visuels. Et là pour le coup, ils y vont à cœur joie, hein, c'est pas un souci, mais c'est dommage. Honnêtement, j'ai trouvé le 1 beaucoup plus intéressant au niveau grain, au niveau image et au niveau des textures, que le 2 qui je trouve, souffre pas mal du fait qu'il y ait énormément comme ça de SFX. C'est très bien les SFX, hein, vous me ferez pas dire le contraire, mais là j'ai trouvé que ça desservait un petit peu le côté horrifique. Parce qu'en fait, c'est exactement comme dans mon let's play sur Man of Medan, on est quand même relativement proche de quelque chose de très réaliste, mais on l'est pas encore assez, et donc ça en devient dérangeant. Et là pour le coup ça aide pas le film, je trouve. Le côté dérangeant, là pour le coup, n'aide pas le film. Et moi ce que j'ai trouvé quand même un petit peu dommage, c'est que le film pour le coup est vachement plus classique, comme je le dis tout à l'heure. Il est beaucoup plus basé sur une trouille qui est infligée par la surprise. Il y a des jumpscares partout, ça veut dire. Plus que sur une véritable angoisse comme il y avait pu avoir en fait dans le 1, qui est quand même, maintenant que j'y pense, très différent sur sa façon d'être écrit. On va dire que le 1 c'est un grand build-up pour à la fin donner une release quand même assez punchy. Alors que le 2, c'est un travail qui est très différent au niveau du rythme. On se retrouve avec quelque chose où il y a un build-up qui est beaucoup plus court et une release qui arrive beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression d'avoir des scénettes qui s'empilent les unes sur les autres. C'est pas mal fait du tout, hein. Non, au niveau de l'écriture, on peut rien dire, le film est quand même vachement moins carré, mais encore plus intéressant de ce côté-là. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est beaucoup plus classique au niveau de l'horreur. Et on voit que l'horreur, pour le coup, c'est plus du tout un enjeu, c'est juste des petites péripéties comme ça à droite à gauche. Et on sent pas forcément le danger. On sent pas le même danger que quand ils sont enfants. Et là, on va parler du vrai point fort du film, c'est celui du sous-texte en fait. Alors pour le coup, je pense que ça provient quand même pas mal de l'œuvre originale, celle de Stephen King, mais je suis pas tout à fait sûr, il faudra que je me renseigne, à la limite, si vous savez, commentaire. Faites mon travail à ma place. Mais en gros, le film parle de la peur. Et vraiment la peur au sens premier du terme, quoi. Pour le coup, dans ces films-là, la peur est cristallisée en un personnage, qui est pour le coup Pennywise. Gripsou en français. Et chacun, en fait, va avancer afin de trouver le moyen de combattre ces peurs et de les accepter. Et pour ce faire, ils vont tous devoir retourner là où est le berceau de leur trouille, leur ville natale, Derry. Qui est d'ailleurs en fait très intéressant au sein du film. Putain, il voit le visage d'un personnage derrière, donc la caméra elle est en train de chercher, en train de se dire c'est lequel des deux qu'il faut que je fixe? C'est le gros moche là, ou c'est Madame Chastain derrière qui est très jolie? Alors il est par exemple très intéressant de voir que au début du film, malgré des situations qui ont l'air quand même vachement enviables, c'est un truc de malade, les mecs ils sont devenus... Il y en a un, il est devenu humoriste, enfin il fait des one-man shows. Il y en a une, évidemment Beverly, elle est dans la mode. Il y en a un autre, c'est un auteur à succès et un scénariste de renom. Les mecs sont casés, posés, tranquilles, les pieds nus, le cul vissé dans le canapé. Et pourtant, ils se sont tous fait rattraper par leur peur originelle. Je vais quand même laisser un ou deux exemples, je vais pas tous les dire parce que sinon c'est quand même du gros spoil. Donc à la limite là, si vous voulez pas forcément vous faire spoiler, même si vous inquiétez pas, c'est dit dès le début du film, donc c'est pas un très gros spoil. En gros, alors Beverly pour le coup, qui avait donc un père qu'on soupçonnait quand même de la violer et de la battre, se retrouve avec un mari violent et qui la viole. Fantastique, fantastique. Eddie, pour le coup, qui avait une mère complètement louvdingue, l'espèce de dame un peu obèse, tout le temps suintante et tout ça, qui a peur des maladies et compagnie, et s'est marié avec une louvdingue, hypocondriaque, et qui est exactement la copie conforme de sa mère. Et ça qui est très marrant, c'est que dans une scène, sa copine lui demande de lui dire qu'il l'aime, et il dit « Je t'aime, maman ». Et Richie, pour le coup, c'est un clown perpétuel, c'est lui qui fait du one-man show. Et en gros, son but, c'est de tout le temps se sortir de toute situation par le rire, par le fait d'être un peu goguenard, de raconter des grosses cochonneries et des trucs marrants mais un peu limite. Tout ça parce qu'il n'est pas en fait capable d'accepter ses propres émotions et le fait que les autres puissent savoir ses émotions. Voilà. Et c'est pas la fin du film qui va me faire dire le
contraire, parce que quand on sait un petit peu quelle était sa peur, on se dit ah oui quand même, tout prend place, tout s'emboîte les uns dans les autres. Donc chacun va évoluer jusqu'à s'approcher en fait de sa peur pour la détruire, et donc vaincre Pennywise qui incarne lui-même la peur. Donc c'est un film qui par en gros le registre de l'horreur, parle un petit peu en fait du deuil de l'enfance et du fait d'accepter ses peurs pour au final réussir à les affronter. C'est beau putain. Et en soi en fait le sous-texte est quand même très subtil, mais il est tellement fort que tu te le manges quand même rapidement dans la tronche et qu'il est quand même très facilement compréhensible. Alors si Pennywise c'est une créature alien qui est vraiment aux frontières de la réalité, c'est pas pour rien, car en gros la peur peut prendre des proportions titanesques. Alors par contre on va quand même un petit peu disséminer ça et là quelques aspects légèrement négatifs. Moi il y a un truc que j'ai quand même pas forcément super compris, c'est que le film est là beaucoup plus basé en gros sur le bouquin, c'est-à-dire qu'on a des rappels de ce qui s'est passé 27 ans avant, et ensuite 27 ans après. Le film se fait une espèce de discussion entre le passé et le présent, et en fait, bizarrement, à chaque fois que ça revient dans le passé, on a l'impression que les losers, entre eux, sont vachement moins soudés. Il y a un délire où ils sont quand même beaucoup plus dans la confrontation, et même, en gros, entre Eddie et Richie, c'est un petit peu toujours la bagarre. Moi honnêtement, je sais pas, au bout d'un moment je leur ai dit va te faire enculer connard quoi. ça serait parti en sucette, on se serait battu la gueule. Donc c'est pour ça, j'ai pas forcément trop compris pourquoi en fait une relation qui dans le 1 avait l'air quand même vachement, pas idyllique mais pas loin en fait. C'est une amitié en gros, on les voit et on se dit putain moi aussi j'aurais bien aimé avoir une enfance comme ça avec des potes comme ça et tout, où on serre les coudes, où on va s'en sortir, gna gna gna. Et c'est assez étrange parce qu'en gros le film insiste quand même beaucoup dessus. Je sais pas, peut-être que j'invente des trucs, mais au final c'est peut-être pour dire qu'en gros, une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte et qu'on se retourne un petit peu sur comment était son enfance et tout ça, on se rend un petit peu compte du fait que, mais on était un peu entouré de connards en fait. Il y a certaines choses qu'on se met à relativiser, pas forcément dans le bon sens, et on se dit ah ouais, c'était un peu dur ça. Pourquoi j'ai accepté ça à l'époque? Mais bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans la surinterprétation personnelle, mais voilà, sachez en tout cas que ça tourne surtout autour d'Eddie et Richie. Et non, je spoil pas! Alors sinon un truc qui est aussi vachement intéressant, c'est comment en fait les films sont reliés même graphiquement en fait. Même au niveau de l'image, il y a énormément de rappels. Je me suis en fait refait le 1 avant de faire la critique. Et les deux films en fait, c'est assez intéressant, ils se répondent entre eux. Et on retrouve souvent en gros des successions de scènes, en gros des transitions qui sont exactement les mêmes que dans le premier film. Je pense par exemple aux scènes avec Beverly, certaines commençaient en gros avec des gouttes de sang qui commençaient à tomber depuis le plafond à côté d'elle endormie, et on retrouve exactement ce même plan dans le 2 avec elle une fois adulte. Bon en tout cas au milieu quand même de tout ce torrent d'informations et de données qui est relativement positif, je vais quand même poser là un truc qui m'a quand même relativement dérangé. Il y a une espèce d'incohérence que j'ai trouvé assez grossière, c'est que normalement, dans le 1, Beverly sait qu'au final, c'est Ben qui lui a fait le poème et tout ça. Au début, elle croyait que c'était pas Stan. Au début, elle croyait en gros que c'était Bill. Après qu'elle ait vu les lumières mortes, l'espèce de 3 boules lumineuses dans la bouche de ça, et en gros, elle a eu des visions. Et elle était, ils réussissaient pas en fait à la réveiller jusqu'à ce que Ben lui roule un bon patin. Et c'est à ce moment-là qu'en gros, elle comprend parce qu'il lui dit plus ou moins qu'en gros, ah bah oui, mais en fait le poème, c'est moi. Et donc à la fin du film, ça l'empêche pas pourtant de rouler une bonne galoche à notre bon ami Bill. Donc bon, on se dit que tant pis pour Ben, désolé. T'es un petit gros, t'as pas de bol, c'est horrible, t'as pas de bol. Et pourtant, dans le 2, on se retrouve avec ce même quiproquo, et j'ai pas compris, parce que tout le long du film, elle croit encore que c'est Bill qui lui a dit ça, qui lui a fait ce poème, alors qu'en fait, non, désolé, c'est Ben. Donc c'est assez particulier, surtout que le film insiste lourdement dessus, et c'est ok, les personnages, ils ont perdu la mémoire, mais là, ça repose pas forcément uniquement sur une question de mémoire, c'est du relationnel. Au final, ils auraient quand même dû garder un espèce de lien vis-à-vis de ça, surtout que le film te montre quand même que y a un objet qui est prépondérant dans la vie de Beverly, c'est quand même le poème, même si elle l'a laissé derrière elle dans l'appartement de son père. Mais voilà, c'est quelque chose de très important pour elle, donc c'est quand même bizarre qu'elle ait oublié et qu'elle refasse en plus le même quiproquo quoi. Le film aussi, pour le coup, est vachement plus choquant que le premier. Parce que le premier a il y a une vibe quand même dedans qui est pas enfantine, mais on sent que ce sont des enfants. En même temps, ce sont des enfants. L'histoire était quand même pas édulcorée, mais il y avait
il y avait une sorte de sensation au milieu du film qui faisait que t'avais plus l'impression d'être face à des peurs d'enfants, de l'imaginaire, que dans le 2, où là pour le coup ils sont adultes. Mais il y a une scène en particulier, donc c'est simple, là c'est un mini spoil, mais en gros je vous dis pas ce qui se passe dedans, mais la toute première scène du film en fait, ce sur quoi le film démarre, c'est dans le présent. Moi personnellement ça m'a choqué. C'est pas forcément choquant parce que c'est de l'horreur ou parce que c'est des trucs comme ça, c'est juste que c'est d'une espèce de violence mais crue et terriblement en fait injuste. Et là encore, je me suis permis une petite digression personnelle à me dire, en gros, le film te balance en tout début une espèce d'injustice absolument horrible, histoire de faire remarquer qu'en gros, pour les 7, pour les losers, et c'est justement le retour de ça qui est absolument injuste et tout ça. Mais c'est un petit peu capillotracté quand même, hein. En tout cas, c'est une scène qui donne au film un cadre particulièrement malsain, mais étrangement, moi j'ai trouvé que ça collait pas forcément avec le reste du film. Mais c'est un véritable choc et c'est... Non, pour le coup, c'était ça m'a mis vraiment mal, j'étais pas bien. J'ai vu ça, j'étais en mode... Ah, c'est pas cool. Et, je vais vous le dire sans contexte, ça a peut-être un lien, mais peut-être pas, mais en gros, je crois que les scénaristes et les gens qui se sont occupés du film sont full LGBTQ+ friendly, hein, sans rentrer vraiment dans le côté ultra manichéen, et en gros, ça rentre pas dans la caricature, c'est vraiment, là, pour le coup, juste... Le film est très conscient de lui-même et est très conscient du message qu'il véhicule. Et honnêtement, c'est vraiment pas une critique, hein, ça s'en retrouve vraiment grandi. Et c'est plutôt cool parce que ça va pas dans les excès. Donc bon, là c'est vraiment intelligent, fait de façon très intelligente. Sinon, que dire de plus, les lumières, c'est comme dans le 1 pour le coup, c'est toujours aussi parfait. La plastique même, en fait, du film, il n'y a pas de problème, c'est toujours la même chose, c'est toujours très propre et c'est... toujours très bien mise en scène en fait, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Alors le son est toujours super propre et toujours aussi bien mixé, alors je mets quand même un petit cœur plus pour les bruits de claquage, de mâchoire, c'est juste terrible. Donc hormis les SFX que je trouve un petit peu trop présents, il n'y a rien à dire, le film au niveau technique est une simple tuerie. Il y a juste peut-être à la fin où j'ai été noté un truc, je me suis posé la question si en fait le réel essayait pas de nous faire une espèce de petite feinte. Alors je sais pas, je vais rien vous dire, à la limite, si vous l'avez ressenti aussi, c'est vraiment la scène où ils sont tous dans la carrière à la fin, enfin non, dans la flotte qui est au milieu d'espèces de falaises. Il y avait aussi une scène dans le 1 où ils ont tous sauté à la flotte et tout ça. Vous me direz, il y a un moment donné, il y a un plan où on se dit... Enfin, je vous dis rien de plus, mais dites dans les commentaires si vous l'avez ressenti aussi de cette façon-là, qu'on voit un petit peu, qu'on compare tout ça, parce que je me suis dit, ouais, le réel nous fait une petite feinte là, un petit, tu sais, à la Alien, un 4ème acte, au final, à la fin, pour faire genre, eh bah oui, on vous a enculé. Et puis aussi, un truc très important, il y a Stephen King dans le film, les mecs. Il y a putain de Stephen King dans le film. Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre comme argument pour dire que le film est bien? Le mec qui en général est toujours déçu à outrance des adaptations de ses bouquins en film, là il est là, il est présent. Et oui, il aime ce film. Et évidemment, il y a une référence à Shining. Et il y en a peut-être même plus d'une, mais je n'ai vu que celle-là parce que j'étais pas forcément dans l'optique cherchons les références à Shining, cherchons les références à Shining. Donc bon, pour finir, moi je vous dis, allez le voir les yeux fermés, c'est un très bon dénouement en fait à cette série-là, et c'est un film très inspiré. Oui, cette phrase est finie. Alors, il est peut-être moins intéressant niveau trouille que le 1, mais au final, je me suis encore une fois demandé si c'était pas aussi une question de... le 1, comme c'est des enfants, c'est beaucoup plus rattaché à l'imaginaire, aux peurs d'enfants, donc on en est quand même, une fois adulte, relativement détaché. Tandis que dans le 2, les trouilles sont beaucoup plus froides, mécaniques, elles tapent en gros. C'est peut-être aussi pour ça que les moments de trouille sont beaucoup plus dans l'action, dans le soudain. La soudanité, ça tape à chaque fois très droit et souvent sans trop de build-up. Comme je vous l'ai dit, c'est des build-up qui sont quand même beaucoup plus courts. Enfin voilà, les peurs d'adultes sont automatiquement réelles, tandis que celles d'enfants, on peut toujours se dire et se rassurer en se disant que ben non, c'est parce qu'il a une imagination débordante. Donc voilà, j'en ai fini avec ça, et je vous dis à la prochaine pour une autre critique ou encore autre chose. Just Dragon, I'm Julie.